Comment dessiner avec la perspective? Les artistes ont souvent cherché des moyens pour représenter la profondeur dans leur réalisation. Nous allons voir dans les diapositives suivantes différentes techniques pour donner cette illusion. Dans cette miniature persane, la profondeur est travaillée ici par l'artiste par étagement, c'est-à-dire tout ce qui est représenté en bas de cette miniature vient devant et tout ce qui est représenté donc en haut de cette miniature donne une idée de personnage qui serait plus éloigné. Donc, nous avons sur cette diapositive une estampe japonaise de l'artiste Hokusai. Donc c'est une vue du mont Fuji. Ici, Hokusai a donné à voir donc une profondeur en travaillant ses plans avec du blanc, en laissant du vide entre les blancs. Et donc ça donne effectivement une illusion de profondeur. Dans ce tableau de Maurice Denis, de la fin du XIXe siècle, qui était donc un peintre symboliste, nous avons des personnages, donc des jeunes femmes habillées en blanc qui se promènent sur un chemin. Et ici, l'illusion de profondeur est réalisée grâce à la diminution de la taille des éléments. Plus on s'éloigne finalement dans ce paysage, et plus les éléments deviennent petits. Donc c'est surtout visible avec ces femmes habillées en blanc qui donc diminuent en fonction de leur éloignement dans le paysage. Après, si on regarde en arrière-plan, on voit bien aussi la rivière, plus le pont, voilà, tous les arbres qui deviennent plus petits. Autre technique pour donner cette impression de profondeur, nous avons ici un tableau de Gaspard David Friedrich, donc un artiste du XIXe siècle, un artiste allemand. Ici, nous voyons un personnage qui nous tourne le dos et qui est sur des rochers et qui regarde au loin un paysage, une mer de brouillard. Donc ici, on a ce qu'on appelle une perspective atmosphérique, c'est-à-dire qu'en fait, les couleurs deviennent de plus en plus claires au fur et à mesure qu'on s'éloigne. On part vraiment vers l'horizon, donc on regarde là, comme le personnage sur ces rochers, on regarde cette nature, ces montagnes, cet horizon lointain, et les éléments deviennent de plus en plus clairs au fur et à mesure, donc qui s'éloignent de nous. C'est ce qu'on appelle donc une perspective atmosphérique. On retrouve également la diminution, comme tout à l'heure, des éléments. Plus c'est loin, plus les montagnes deviennent petites également. Les différents systèmes que nous avons vus à l'instant permettent de suggérer de la profondeur. Maintenant, nous allons voir comment représenter la profondeur avec la perspective. Alors, qu'est-ce que la perspective? La perspective, c'est une façon de représenter en 3 dimensions. C'est-à-dire que c'est une technique qui permet de donner une impression de profondeur et de volume sur un support en 2 dimensions. Un support en 2 dimensions, c'est par exemple une feuille de papier ou un tableau, donc qui est plat, et on va donner donc une impression de profondeur comme quelque chose qui viendrait finalement s'enfoncer dans notre feuille. Donc c'est vraiment travailler sur cette illusion. Et la perspective va travailler cette illusion de profondeur. Alors la perspective, à la différence des solutions qu'on a vues juste avant, c'est que c'est un système avec des règles strictes. Donc ça a été inventé au XVe siècle, pendant la Renaissance. La Renaissance est une période artistique très riche, très dense. Florence fait partie de ces villes italiennes qui est très dynamique d'un point de vue artistique. Donc au XVe siècle, Filippo Brunelleschi, qui est architecte, Léon Battista Alberti, qui lui-même est architecte aussi, mirent au point un système structuré mathématiquement et géométriquement. Ce système géométrique permet de donner cette illusion de profondeur en procédant par la diminution des formes et des tailles des objets en fonction de leur distance, d'où ils doivent se trouver dans la représentation. Ce système donc, de perspective connut rapidement un grand succès,
car il a permis de rendre les images fidèles à ce que l'œil voit, une illusion de la réalité. Nous allons voir maintenant plusieurs systèmes de perspective. Nous allons en voir trois. Le premier système de perspective est la perspective cavalière. C'est une perspective qui est souvent utilisée en mathématiques, qui est assez simple. Donc dans un premier temps, pour réaliser un cube, on va déjà commencer par dessiner un carré. Ce carré, pour le transformer donc en cube, pour donner donc une illusion qu'il est en volume, on va tracer depuis chacun de ces angles des lignes parallèles. Ces lignes parallèles, on les appelle, donc ces lignes qui partent des angles, on les appelle des fuyantes. Ce sont des lignes obliques qui fuient et qui vont donner cette illusion de profondeur. Après avoir tracé ces lignes parallèles, on va refermer le volume en traçant des lignes parallèles pour donc fermer, parallèle au carré pour fermer le volume. Donc la perspective cavalière, c'est un système dans lequel on trace des fuyantes qui sont parallèles entre elles. Deuxième système de perspective, nous allons voir celle avec un point de fuite, avec un volume qui nous fait face. La perspective linéaire a un point de fuite, donc il faut savoir que la figure donc par exemple le cube est parallèle au spectateur, c'est-à-dire qu'il est face à celui qui regarde. Les verticales et les horizontales seront toujours conservées, et ce sont en fait les obliques, les fuyantes, qui vont fuir vers un point de fuite. On va voir ça tout de suite en détail. Pour dessiner des volumes en perspective avec un point de fuite, il y a plusieurs éléments qu'il va falloir placer et déterminer. La première chose, ça va être de tracer la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, c'est en fait une ligne fictive qui n'existe pas, qui se situe à la hauteur des yeux. Donc si quelqu'un est debout, sa ligne d'horizon, donc son regard sera élevé, plus élevé qu'une personne par exemple qui sera assise, la ligne d'horizon sera donc plus basse. Donc première chose sur ma feuille, je trace ma ligne d'horizon qui est horizontale. Sur cette ligne d'horizon, je vais placer ce qu'on appelle donc un point de fuite. Le point de fuite, pareil, c'est un point qui est fictif qui va nous aider à construire notre perspective. Ce point n'existe pas dans la réalité. Ce point est en fait le point de convergence, là où mes fuyantes vont finir par se rejoindre. Tout à l'heure, on avait la perspective cavalière où les fuyantes étaient parallèles, donc si je les prolonge, elles ne se touchent jamais puisqu'elles sont parallèles. Ici, dans le système avec un point de fuite, les fuyantes vont finir par se rejoindre pour toucher ce point de fuite.
Donc, pour tracer notre carré, notre cube en perspective, la première chose, comme dans le premier exemple, on va tracer déjà un carré. Depuis ce carré, nous allons tracer des fuyantes depuis chaque angle. Donc, nous traçons nos fuyantes qui vont cette fois-ci rejoindre le point de fuite. Donc, les fuyantes finissent par se rejoindre à ce point de fuite. Et ensuite, on va fermer notre volume en traçant donc des parallèles à la verticale de mon carré et à l'horizontale de mon carré pour faire donc apparaître un volume. C'est notre vision en fait qui déforme les éléments. Si on regarde cette photo, donc il s'agit d'un couloir avec des colonnades à droite et à gauche. Donc là, on se situe au milieu de ce couloir et on a l'impression que les colonnes deviennent de plus en plus petites et vont finir par se rejoindre. Alors qu'en fait, dans la réalité, elles ne deviennent pas plus petites puisqu'elles ont toujours la même hauteur. Donc c'est vraiment l'œil qui déforme, qui donne cette déformation. C'est pour ça qu'on construit la perspective avec une ligne d'horizon, un point de fuite, pour pouvoir construire cette déformation visuelle. Donc comme dans l'exemple de tout à l'heure, on va tracer la ligne d'horizon, qui est donc la démarcation entre le sol et le ciel, la hauteur de mes yeux. On va y placer donc le point de fuite. Ici, le point de fuite va être central. Et ensuite, on va faire converger les fuyantes vers ce point de fuite. Un autre exemple de perspective avec un point de fuite où nous allons en fait déplacer les volumes par rapport à la ligne d'horizon. Alors, nous avons donc la ligne d'horizon, je rappelle, c'est la ligne de démarcation entre le sol et le ciel, c'est la hauteur des yeux. Le point de fuite, que nous déterminons pour faire converger les fuyantes, et maintenant on va placer donc des formes géométriques. Voilà, on va placer un premier rectangle. Ce premier rectangle, on va le placer sous la ligne d'horizon. Donc ça veut dire qu'on regarde plus vers le sol. On va tracer depuis cette forme, depuis ce rectangle, depuis les angles, on va les tracer, donc les fuyantes, qui vont donc rejoindre le point de fuite. On trace les fuyantes et ensuite on va fermer donc le volume en traçant donc des parallèles à l'horizontale et parallèles à la verticale du rectangle pour fermer le volume. Donc là, on a un premier volume, une première boîte qui est située sous la ligne d'horizon. Autre exemple, cette fois-ci, on va déplacer notre carré au niveau de la ligne d'horizon. Donc on déplace la forme géométrique qui est donc entre le bas de la ligne d'horizon et le dessus. Même exercice, on trace donc les fuyantes pour créer notre volume. Et là, c'est comme si on avait déplacé notre regard, c'est-à-dire au lieu de regarder le premier volume vers le sol, donc en dessous de la ligne d'horizon, là, le regard s'élève un petit peu et il est placé entre les deux. Autre forme géométrique que nous allons placer cette fois-ci au-dessus de la ligne d'horizon. Donc là, c'est comme si on levait les yeux vers le ciel. On trace de nouveau les fuyantes depuis chaque angle et ensuite on va fermer notre volume donc avec des parallèles, Et là, on a donc une forme, un volume qui semble flotter dans l'air puisqu'il est au-dessus de la ligne d'horizon. Donc ici, on retrouve nos trois volumes. J'ai tout simplement effacé les lignes de construction et mis en couleur les différentes faces des volumes. Donc là, on se rend plus compte des volumes qui sont créés et de leur situation par rapport à la ligne d'horizon. Donc le premier en dessous de la ligne d'horizon, donc le volume bleu, c'est comme si j'étais au-dessus puisque je vois la face en haut. C'est comme si j'étais au-dessus du volume, comme si, pourquoi pas, si c'était un immeuble, si j'étais un petit peu en hauteur, un étage, et je verrais donc le dessus de cet immeuble.
Le volume rouge donc, pourrait être une barre d'immeuble qui s'éloigne donc vers l'horizon. Donc là, je suis plus à hauteur, donc plus sur le sol. Hein. Donc là, je suis moins sur le sol et je vois donc ce bâtiment qui me fait face. Je ne vois pas le dessus, je vois juste le côté, un des côtés du bâtiment. Et le bâtiment vert serait donc un bâtiment flottant dans l'air, hein, puisque je vois la face de dessous. Dans ce tableau de Carlo Crivelli de la fin du XVe siècle, nous avons un bel exemple de perspective avec un point de fuite. Les architectures que nous avons sous les yeux nous donnent à voir une architecture construite avec un point de fuite unique. Comment est-ce qu'on peut déterminer qu'il s'agit de ce type de perspective? En fait, c'est tout simple. Déjà, on voit que le bâtiment, un bâtiment qui nous fait face, hein, donc on voit bien l'entrée du bâtiment et avec la Vierge là qui est à son pupitre, voilà, qui nous fait face. Et nous voyons donc le côté du bâtiment, un côté du bâtiment qui fuit vers l'horizon. Alors en prolongeant tout simplement les coursives, les axes du bâtiment qui nous fait face et du bâtiment qui se trouve à gauche, en prolongeant certains axes, on va pouvoir déterminer le point de convergence des fuyantes qui se relient donc, qui se rejoignent au point de fuite. Une fois qu'on a prolongé donc ces axes, on détermine donc le point de fuite et ensuite la ligne d'horizon et donc l'axe horizontal qui rejoint ce point de fuite. Donc la ligne d'horizon détermine la hauteur du spectateur, la hauteur du regard de celui qui observe donc le tableau. Maintenant que vous connaissez tout de la perspective avec un point de fuite, nous allons voir celle avec deux points de fuite. L'image que nous avons sous les yeux est un dessin d'architecture. Ce dessin d'architecture est réalisé grâce à deux points de fuite. Nous allons les trouver, les déterminer grâce au prolongement des coursives du bâtiment. Donc, comme on avait fait tout à l'heure, où on avait prolongé les lignes de l'architecture, ici nous allons faire la même chose pour bien visualiser les deux points de fuite et la ligne d'horizon. Ça va ainsi mieux nous faire comprendre comment construire ce type de système. Première chose que nous pouvons faire, c'est tracer déjà l'arête centrale du bâtiment. De cette arête centrale, nous allons maintenant prolonger les obliques de ce bâtiment. Donc, on va prolonger une première oblique. Donc, on prend une règle, voilà, on prolonge une deuxième oblique. Et ensuite, nous allons prolonger encore d'autres obliques pour vraiment déterminer bien les points de fuite. Donc, nous observons que les fuyantes se rejoignent bien en deux points distincts. Ces deux points, donc, vous l'aurez compris, sont donc les points de fuite. Et nous allons donc maintenant pouvoir aussi tracer la ligne d'horizon qui va rejoindre donc ces deux points de fuite. La perspective oblique à deux points de fuite, ce qu'il faut se rappeler. Donc, la figure a une arête qui est parallèle au spectateur. Donc, on voit en premier l'arête. Donc, les verticales restent verticales, elles sont conservées. Et les obliques partent des deux sommets de cette arête et convergent vers les points de fuite. Nous allons maintenant construire un volume en perspective avec deux points de fuite. Donc, première chose, on trace notre ligne horizontale, qui est donc notre ligne d'horizon. On va déterminer deux points de fuite. À présent, on trace l'arête de notre volume. Et depuis chaque extrémité, nous allons tracer des lignes de construction qui doivent rester assez légères pour qu'on puisse ensuite gommer les tracés.
Donc on va tracer depuis les extrémités de cette arête des lignes défuyantes jusqu'au point de fuite. Donc des différentes extrémités. À présent, on va déterminer la profondeur de notre volume, de notre cube, en refermant donc notre forme géométrique avec des axes verticaux. Et voilà, nous avons un cube vu sur le côté, depuis l'arête, donc avec une perspective avec 2 points de fuite. Autre exemple de construction avec 2 points de fuite, cette fois-ci nous avons un volume qui se situe en dessous de la ligne d'horizon. Cela crée comme effet que nous voyons en fait le dessus de ce volume. Donc si on imagine par exemple que ce cube est un immeuble d'habitation, nous on serait donc en hauteur, on le verrait donc en étant donc plus élevé, puisqu'on verrait donc le toit de ce bâtiment. Donc là on voit du coup 3 faces, les faces de côté et la face du dessus. Pour la construction, c'est quasiment la même chose que tout à l'heure. On positionne l'arête du bâtiment, on va prolonger les extrémités avec des fuyantes vers le point de fuite numéro 1 et le point de fuite numéro 2. Une fois qu'on a fait ce tracé-là, on va déterminer donc la largeur, la profondeur en fait de notre volume. Donc on va tracer des parallèles à cette arête, des verticales donc parallèles. Là, il y a une petite subtilité qu'on n'avait pas tout à l'heure. Pour créer la troisième face, on va devoir, depuis les verticales que nous venons de tracer, prolonger de nouveau par des fuyantes les extrémités vers les points de fuite. Cela va provoquer donc la troisième face, va créer la troisième face pour fermer notre volume. Pour clore ce chapitre sur la perspective, nous avons ici un dessin d'architecture réalisé avec une perspective avec 2 points de fuite.